que la compagnie faisait halte à la lisière de la forêt. Le capitaine Marschner donna l'ordre du rassemblement. Il pria le lieutenant Wexler de veiller aux préparatifs du départ. Là-bas, par-delà la colline abrupte qui dérobait le champ de bataille, des mitrailleuses moulinaient leur tac-tac-tac assidu. C'était le tir de barrage qu'il fallait traverser. 2 kilomètres de rase campagne entre l'autre versant de la colline et les tranchées. Une fureur sourde agitait le capitaine Marschner lorsqu'il parut devant ses hommes alignés. Tous regardaient ses lèvres en retenant leur souffle. Que dire? Surtout pas de langue de bois patriotique. Ça sentait trop le sapin. Bonne chance, mes enfants. En avant! Quelle honte! Quel rôle dégoûtant il avait joué. Tous ces maçons, mécaniciens, paysans, penchés depuis si longtemps sur la besogne quotidienne, que pouvaient-ils dire? Quand des intellectuels, de grands messieurs au-dessus d'eux, leur capitaine, avec son col étoilé d'or, leur assurait que le devoir, la gloire, c'était de tirer sur des maçons, des mécaniciens, des paysans d'en face. Ils le suivaient en haletant, et lui, il les emmenait contre sa propre conviction, par pure lâcheté. Il exigeait d'eux courage et mépris de la mort. Il les trompait, profitait de leur confiance, exploitait leur amour pour leurs femmes et leurs enfants. Et cela pour sauver sa vie, au lieu de se faire fusiller pour la vérité qui criait en lui. On commençait à être à bout de souffle. Le capitaine s'arrêta, leva le bras. Il fallait bien laisser les hommes respirer un instant. Pardon, mon capitaine. Avec votre autorisation, je vais passer l'aile gauche. Je vois par là des types qui ne carburent pas rond. Le Simmel, par exemple, ce cochon. Dès que ça pépette un peu, il rentre la tête. Laissons-le un peu, qu'il s'habitue. Il pense encore à ses enfants. Il n'est pas très pressé d'en faire des orphelins. Tous ne sont pas des héros. S'ils font leur devoir, c'est déjà pas mal. Il n'a plus à penser à ses gamins, mais à son serment au chef suprême de la guerre. Je viens de leur dire, mon capitaine. Oui, en effet, je leur ai dit. En avant! En avant! Mon Dieu, il fallait leur donner l'exemple. Continuer, aller de l'avant sans s'arrêter, sans regarder, sans penser à rien. Aucun autre choix. Impossible de fuir. Pas possible de se cacher. Pas d'autre recours que la chance. Pas d'autre protection. En avant, comme si on ne savait pas où on allait. Au pas de charge! Comme soulagés, les hommes s'élancèrent. Les visages se détendaient. Chacun, préoccupé de soi, trébuchait, se relevait, réajustait son équipement. Le vacarme des projectiles était comme englouti dans le halètement général. Mon capitaine, vous devez faire un exemple. C'est moi qui vous le demande. Ce Simmel est un lâche. Il démoralise toute la compagnie. À chaque explosion, il se flanque par terre en gueulant « Jésus-Marie ». Ça effraie les autres. Comme son son, je propose. Mais regardez-le, ce pétochard. Il est encore par terre. Ah, il est touché, cet idiot. Un goût amer collait la langue au palais de Marschner. Était-ce possible? Un homme sain et vigoureux pouvait-il si vite n'être plus qu'un paquet de chair tressautante? Quel pouvoir infernal habitait un simple éclat de fer pour accomplir en une seconde le travail d'une longue maladie? Des cratères partout, et encore des cratères. D'épaisses colonnes de terre noire jaillissaient par moments, recouvrant des pans de désert lunaire. Ça et là, grimaçaient des troncs d'arbres comme fouillés au couteau. Nulle imagination ne pouvait concevoir ce qu'avait été ce champ de mort avant que la folie ne s'y jetât, pour en faire un souverain chaos. Un bordel cosmique où deux mondes se seraient écrasés l'un sur l'autre pour les beaux yeux d'une garce. C'est dans cet enfer qu'il fallait descendre. C'est là qu'il fallait vivre 5 jours et 5 nuits, avec cette poignée d'apprentis cadavres, embrochés tout frétillant à l'hameçon pour servir d'appât à l'ennemi. La compagnie se retrouva en bas de la vallée, à l'entrée des boyaux souterrains. 13 hommes de perdus. L'orgueil vibrait dans cette voix triomphale. Jubilation de gamin à son premier poil au menton. Les blessés ne comptaient pas. Ce n'étaient que des figurants. Ils formaient le décor en pâte humaine de son héroïsme à lui, le lieutenant Wexler. 13 amas de chair, 13 flambeaux pour éclairer sa gloire,
et célébrer son courage. Le capitaine Marschner dépassait Wexler. Vite, ne plus le voir, ne plus rencontrer ce regard réjoui, où il risquait de ne plus pouvoir se retenir. Marschner avançait à tâtons dans le boyau glissant. Il foulait des lambeaux d'uniformes sanglants, des cartouches vides, des débris teintants de boîtes de conserve, de planches à demi carbonisées qui enjambaient des cratères et craquaient sous les pas. Partout, c'était la dévastation. Déchets calcinés, fils entremêlés, poutres, sacs, outils broyés, un désordre suffocant où l'odeur de brûlé se mêlait à la fumée âcre de la poudre. Partout, le sol était éventré, raccommodé, de nouveau déchiré. On zigzaguait et on tanguait, hébété, comme si la terre était en perdition dans un typhon cosmique. Le boyau n'en finissait pas. Marschner était à bout. Il trébuchait de plus en plus en suivant les traces de sang laissées par les blessés. Soudain, il releva la tête. Une odeur nouvelle l'assaillait, douceâtre puanteur, de plus en plus lourde qui jaillissait littéralement d'une excavation creusée dans un angle du boyau. Pris de nausée, il découvrit un monceau d'uniformes sales, déchiquetés, empilés les uns sur les autres, en lignes étrangement rigides. C'étaient des cadavres, entassés, là, comme des poutres sur un chantier, tels que la mort les avait pris. La bâche qui les recouvrait avait glissé. On voyait des grimaces, gris de pierre, des mâchoires pendantes, des yeux désorbités. Les bras d'en haut tombaient sur des faces pourries, piquées de taches, de décomposition. La relève! 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 Ce hurlement de délivrance, comme si ce cri eût réveillé les morts. Des têtes blêmes sortaient de tous les coins, des blessés aux pansements sanglants, des silhouettes branlantes accrochées à leurs fusils. Il en arrivait de partout, qui prononçaient de leur bouche, sans voix, le même mot magique. La relève! La relève! Oui, la relève! La relève! La relève! Le lieutenant qui commandait la position apparut. Il n'avait plus grand-chose d'humain. Visage gris, yeux éteints aux paupières rougies, que des cernes agrandissaient démesurément. Barbe, cheveux, vêtements, tout avait disparu sous une épaisse croûte de glaise et de boue. Il semblait sortir de sa tombe. Dire que dans 3 heures, non, dans 1 heure, c'était trop tard. Tu sais combien de cartouches il nous reste? 1100 en tout. Mitrailleuse cuite, téléphone cassé. J'avais 150 hommes. Il m'en reste plus que 31. Et 11 blessés incapables de tenir un fusil. Être obligé de s'accrocher avec 31 pauvres types. Cette nuit, quand ils ont rappliqué, on était encore 45. On les a respédiés avec nos compliments et du plomb dans le cul. Mais j'y ai laissé 14 têtes de pipe. On n'a même pas pu les enterrer. T'as dû leur dire bonjour en arrivant. Bon, maintenant, on dégage. Adjudant, marche. Salut, mon capitaine. Ils vont faire une drôle de tête, ceux d'en face, quand ils vont rappliquer pour la zigouillade du soir. 150 fusils, 2 mitrailleuses neuves. Ils vont déguster cela. Dommage de ne pas être de la fête. Au revoir, les gars. Bonne chance. Soudain, le grand calme. Plus d'explosion, rien. Tous les yeux attendaient avec horreur. Tout à coup, un choc fit ondoyer le rang. Wexler bondit en arrière, bousculant le capitaine. Les voilà! Parvenu à l'orifice de l'escalier, Wexler souffla à pleines joues dans le sifflet d'alarme. À l'horizon, le soleil se couchait dans un flamboiement de rouge. Sur ce fond éblouissant, des silhouettes noires se découpaient comme des insectes endiablés. Toutes petites d'abord, elles disparaissaient, réapparaissaient, grossissaient, étendant leurs fusils à bout de bras comme des tentacules. Leurs cris étaient comme des aboiements lointains. Enfin, crépita le tac-tac-tac systématique et urgent des mitrailleuses. Les fusils aboyèrent comme des chiens enragés. Une faim de tuer durcissait les visages. La haine et la colère faisaient gronder les hommes lorsque des rangs nouveaux apparaissaient derrière ceux qui s'abattaient. Les canons des fusils chauffaient au rouge. Le carnage approchait. En face, les ombres délirantes trépignaient, tombaient,
se relevait, s'enchevêtrait. Un tel écœurement le saisit qu'il ferma les yeux, comme pris de vertige, et s'adossa à la tranchée. Fallait-il voir ça? Des hommes qui s'entretuaient, là, devant lui. Il arracha son revolver de son étui, en sortit les cartouches et les jeta. À présent, il était sans défense, subitement calmé. Il se redressa, superbement serein, prêt à se laisser abattre par une de ces bêtes furieuses et aveugles. Au moins, il finirait en homme, sans haine, sans colère, les mains propres. Ce hurrah formidable, poussé par 100 gosiers, courut dans la tranchée. Car au même instant, l'attaque était repoussée. Wexler avait touché l'homme au lance-flammes. Le jet de feu s'était tourné vers ses camarades qui s'enfuyaient en désordre, poursuivis par une fusillade effrénée. 3 blessés, ennemis, rampaient vers leur tranchée. La mitrailleuse crépita. Les balles firent jaillir la poussière. Les blessés, l'air de 3 serpents, tressautèrent. Et fini. Abasourdi, Marschner resta, muet, un instant. Lieutenant Wexler, À vos ordres, mon capitaine! c'est vous qui avez tiré? Oui, mon capitaine! Vous devriez avoir honte. Un vrai soldat ne tire pas sur les blessés. Tenez-vous-le pour dit. Pardon, mon capitaine. Mais celui de devant cachait les autres. Je n'ai pas pu l'épargner. D'ailleurs, je pensais que nous avions ici assez de bouches à nourrir. Ces considérations sont superflues. Je vous défends de tirer sur les blessés. Tant que je commanderai, tous les blessés seront sacrés, amis ou ennemis, compris. Dans ce cas, je prie respectueusement, mon capitaine, de bien vouloir me confirmer cet ordre par écrit. Mon devoir est de nuire au maximum à l'ennemi. Blessés ou non, les hommes que je laisse échapper reviendront tôt ou tard pour tuer les nôtres. Vous aurez l'ordre par écrit. Un sifflement d'une violence terrible lui coupa la parole. Il pensa, c'est pour moi. Au même instant, il vit un objet ressemblant à un gros crapaud noir tomber du ciel, se planter dans la tranchée, et un volcan jaillit du sol enflammé. Il se sentit soulever, les poumons pleins de feu. Lorsqu'il revint à lui, il était enfoui sous un amoncellement de terre, d'où seule sa tête et son bras gauche émergeaient. Mourir. Un frisson glacé le parcourut. Mourir ici. Seul. Mourir. Wexler, Marschner pencha la tête, mais un hoquet d'horreur le secoua. Wexler, le malheureux, traînait ses entrailles. Marschner se tourna lentement. Il vit Wexler, blême, triste, avec des yeux effrayés qui l'interrogeaient. Cela dura 1 seconde. Puis il s'effondra. La face pâle de Wexler était encore inscrite dans les yeux de Marschner. Cette expression douce, molle, plaintive, autour des lèvres, avec une inoubliable résignation, tendre et douloureuse. Il souffre, pensa Marschner. Il y a eu un rayonnement en lui. Il leva les yeux, fortifié par le défi de devoir porter seul, sur ses épaules, un fardeau surhumain, son humanité. Ses doigts rouges remuèrent comme pour une caresse, puis sa tête retomba. Quand les premiers soldats arrivèrent, ils virent Marschner, dont les lèvres sanglantes dessinaient un sourire paisible.